Bonsoir tout le monde. Donc je vais vous parler d'irrigation et d'optimisation d'irrigation dans le Val-de-Bagne. Donc comme on l'a dit, on va rester dans les problématiques locales des agriculteurs, mais aussi des communes et des distributeurs d'énergie. Donc le contexte, il y a 2 communes dans cette vallée qui vont fusionner au 1er janvier, la commune de Volège et la commune de Bagne. Et qui dit fusion, dit aussi se mettre d'accord sur énormément de choses, se mettre d'accord sur la gestion de l'eau également. Cette gestion de l'eau, actuellement, elle est gérée par le distributeur d'énergie, donc Altis, que vous avez entendu aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre de fusion, on réfléchit à quels sont les services qu'on propose finalement aux agriculteurs, quelles solutions on peut mettre en place pour optimiser la consommation de l'eau. On ne parle pas de baisser, mais on parle bien de savoir comment faire en sorte de consommer l'eau d'irrigation au mieux en intégrant les besoins, les attentes, les barrières des différents acteurs. Donc la méthodologie qu'on utilise et qui a été introduite, c'est la méthode Living Lab. Finalement, ça veut dire quoi Living Lab? Laboratoire vivant. Et ce qu'on veut, c'est, sur cette problématique de l'irrigation, travailler avec les différents types d'acteurs dans le cadre d'un laboratoire vivant, laboratoire à ciel ouvert. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un Living Lab? On est à la journée scientifique, je vais vous proposer la définition scientifique. Donc, c'est un intermédiaire d'innovation. Qu'est-ce qu'on fait? On orchestre un écosystème d'acteurs. On a beaucoup de partenaires dans la gestion de l'eau et on essaye de orchestrer, de organiser, de coordonner les différents acteurs dans cette gestion de l'eau. L'objectif, c'est de co-concevoir, de co-développer des produits et des services dans le cadre d'un partenariat public-privé-personne. Alors, on connaît traditionnellement les partenariats public-privé, une entreprise qui s'associe par exemple à une commune pour développer des solutions. Là, ce qu'on veut dans ces laboratoires vivants, c'est finalement d'ouvrir aussi la co-conception aux personnes, par exemple les agriculteurs, les citoyens, parce qu'ils ont aussi des idées à apporter sur l'optimisation de l'eau. Le résultat de ce processus, c'est le co-design, la co-création de valeur. C'est-à-dire on veut créer de la valeur pour nous, mais aussi pour les générations futures. Donc, dans un Living Lab, et dans le cadre de l'irrigation, on co-développe des produits et des services, des solutions. Et puis, la recherche, elle se déroule sur le terrain. Vous allez voir quelques jolies photos de ces cannes d'irrigation. Vraiment, on va observer le terrain, on va faire de l'ethnographie pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas dans un laboratoire fermé. Et puis, l'objectif, c'est une amélioration sociétale. Donc, on a développé un processus qu'on utilise dans la gestion de l'eau, mais qu'on peut utiliser aussi dans l'efficacité énergétique ou dans plein d'autres thématiques comme la santé ou le tourisme. L'idée, c'est de sélectionner une pratique. Là, en l'occurrence, la consommation optimale de l'eau. Ensuite, on va intégrer les différents types de parties prenantes. Donc, on va intégrer les agriculteurs, on va intégrer les communes, Volège et Bagne, on va intégrer les académiques et les entreprises dans la démarche qui peuvent apporter des pistes de solutions et bien sûr le distributeur d'énergie dans ce cas-là. Et on va essayer de découvrir les barrières. Pourquoi est-ce qu'actuellement est-ce que l'eau est utilisée de manière optimale? Si oui, c'est très bien. Sinon, pourquoi? On essaye de comprendre les barrières au changement pour pouvoir mieux utiliser l'eau dans ce contexte. Ensuite, cet après-midi, on a eu le plaisir d'avoir un atelier avec une partie des participants à cette journée pour pouvoir réfléchir à des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place finalement pour optimiser la consommation d'eau dans le Val-de-Bagne et comment est-ce qu'on pourrait faire aussi pour que ce soit valable pour d'autres régions et pas seulement le Val-de-Bagne. Ensuite, on va prototyper la solution, on va vous parler des challenges qu'on va vous lancer. Donc, des challenges pour pouvoir prototyper cette solution et la tester dans ce laboratoire vivant qui est le Blue Arc. Donc, on a commencé par une étude sur le terrain. On est allé voir les acteurs, Monsieur Sautier, par exemple, qui est présent aujourd'hui, pour essayer de comprendre la thématique. Où sont ces réservoirs? Comment est alimentée l'irrigation? À quoi ça ressemble une canne? Et aussi parler aux utilisateurs, dans ce cas-là, les agriculteurs.
Et on a quelques pistes. Monsieur Storelli parlait d'enquête. On a quelques pistes sur ce qu'ils en pensent finalement de cette irrigation. Parce que ce qu'on a aussi discuté cet après-midi dans l'atelier, c'est est-ce qu'on peut se mettre dans les baskets de l'agriculteur pour bien comprendre comment il utilise l'eau, quelles sont les problématiques qu'il rencontre. Là, on est allé au contact des agriculteurs pour avoir cette information de première main. Alors, on voit que ces cannes d'irrigation, il y en a 2200 dans la vallée, elles permettent que la vallée elle reste verte. Et finalement, les agriculteurs se rendent compte de cette chance par rapport à d'autres vallées où il n'y a pas de cannes d'irrigation. Et c'est une valeur ajoutée qui a vraiment été clairement énoncée, d'avoir ces cannes d'irrigation de manière à pouvoir faire plus de coupes et produire plus de fourrage finalement pour le bétail. En définitive, avoir une bonne qualité de fromage produit par les vaches de la région. Donc on voit que tout est lié finalement et les acteurs, ils ont cette perception qu'à partir de l'eau, on parle aujourd'hui de l'eau, on va parler de qualité de fourrage et ensuite on va parler de qualité de fromage. Donc tout est lié. On va parler de tourisme aussi, puisque finalement grâce au fait que le terrain soit vert, qu'il soit bien arrosé, on va aussi offrir des paysages qui sont attrayants pour le tourisme. Donc on voit que le multi-usage de l'eau, il est vraiment très présent et compris aussi par les différents acteurs. Au niveau des pratiques, les pratiques sont très différentes. Elles sont finalement ancestrales. On sait qu'à l'année passée, à la même période, on a dû arroser entre les deux coupes pour avoir une deuxième coupe. Donc, l'information manque un petit peu pour savoir comment optimiser. Et on entend de la part des acteurs qu'il y a un besoin d'information qui est quand même assez important pour savoir, en fonction du type de terrain, de l'exposition, de si mon voisin ou pas a arrosé, on a ce besoin d'information qui se fait ressentir pour pouvoir finalement optimiser la consommation d'eau. Au niveau de la sensibilité, c'est comme tout un chacun dans la population, il y a des variations assez importantes. Est-ce qu'ils sont sensibles au changement climatique ou pas? On ne peut pas répondre de manière générale, mais dans l'ensemble, il y a une prise de conscience qu'il peut y avoir un stress hydrique important dans les années à venir. Actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, dans le cadre de l'irrigation, finalement, il y a suffisamment d'eau et il y a peu de problèmes qui sont ressortis. Et on leur a demandé aussi à tous ces acteurs s'ils avaient des idées et des solutions. Alors on est aujourd'hui à la journée Smart Water, donc on peut penser au digital finalement. Comment est-ce que ce monde du digital peut entrer dans le domaine de l'eau pour pouvoir, par exemple, compter combien il y a d'eau qui est utilisée avec des technologies à bas coût. On peut aussi penser à des applications qui permettraient finalement de pouvoir mieux coordonner l'utilisation de l'eau sur le territoire. Et donc, pendant l'atelier de cet après-midi, on a discuté aussi de qu'est-ce qui existe pour ne pas réinventer la roue et de qu'est-ce qui pourrait finalement être mis ensemble pour arriver à des solutions qui sont à bas coût, puisque, comme vous le savez, l'eau a un prix très bas par rapport à l'électricité, par exemple. Et donc, les solutions qu'on doit mettre en place, elles doivent aussi être intelligentes de manière à pouvoir avoir des coûts qui soient aussi bas. Donc, quelles sont les barrières? On a dit qu'on allait essayer d'enlever les barrières et quels sont les leviers d'action? Donc, par rapport aux barrières, il y a une des barrières qui est importante, c'est de savoir combien on consomme. Finalement, chez vous, vous avez un smart meter, on connaît cette problématique, il est peut-être dans le garage, et puis on ne sait pas exactement combien on consomme, mais de plus en plus de solutions existent pour savoir combien on consomme d'énergie. Quand on conduit sa voiture, on sait combien on consomme. Par rapport à l'eau d'irrigation, on ne sait pas. On ne sait pas, et en plus, on a 2200 cannes, donc ce serait très difficile de pouvoir avoir un comptage précis en fonction des zones et en fonction des utilisateurs, de savoir combien ils consomment. Donc ça, c'est vraiment une barrière qui est importante, et il y a des demandes pour chercher des solutions pour pouvoir savoir combien on consomme, mais aussi, de nouveau, à bas coût. Parce que si on reprend l'exemple du smart meter pour l'électricité, le smart meter, il faut attendre quelques années avant de pouvoir rembourser le coût du smart meter en baissant sa consommation d'électricité. Mais là, on est dans des problématiques qui sont plus compliquées encore avec le prix de l'eau.
On a la barrière aussi de l'utilisation simultanée. Donc finalement, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de stress hydrique, mais par contre, il y a des problèmes liés à l'optimisation de la consommation. Puisque si mon voisin consomme en même temps que moi, je vais peut-être arriver à un moment où je n'aurai pas assez d'eau pour mon terrain. Donc il y a une collaboration qui doit être faite. Et là, ce qui est intéressant dans le cadre de fusion de communes, c'est qu'il y a des solutions qui ont été trouvées à Volège qui peuvent être utilisées à Bagne. Par exemple, des cartographies qui, en cas de stress hydrique, peuvent être utilisées pour dire à l'agriculteur « toi, tu arroseras le lundi, moi, j'arroserai le mardi, ce sera celui-là le mercredi, etc. » Donc, dans le cadre de la fusion, ce type de solution pourrait être généralisé sur l'ensemble des 2 communes fusionnées, de manière à pouvoir avoir une aide à la décision et éviter ces stress hydriques. On a aussi une grande hétérogénéité dans les pratiques. On a rencontré l'école d'agriculture pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on transmet finalement à ces acteurs pour savoir, pour prendre des décisions sur comment optimiser la consommation d'eau. Et c'est intéressant de voir qu'en fonction des générations, on n'a pas reçu le même type d'informations quand on a été formé à l'agriculture. Et donc ça, c'est aussi un levier d'action pour pouvoir travailler avec les écoles pour transmettre la bonne information de manière à pouvoir être capable d'améliorer ses pratiques. Et puis, il y a une barrière, c'est par rapport à l'ouverture et la fermeture des cannes. Donc, vous imaginez bien que s'il y a 2200 cannes, c'est un travail considérable pour pouvoir les fermer quand on fait la mise en eau et un travail de les rouvrir par la suite. Et donc, on réfléchit à la responsabilité. Quand il y a eu le changement entre de distributeur, avant c'était la commune qui gérait, maintenant c'est Altis qui gère, finalement, avant les agriculteurs étaient responsabilisés. C'était à eux, s'ils ont des cannes sur leur terrain, de fermer ces cannes de manière à pouvoir éviter des inconvénients sur leur terrain si les cannes sont restées ouvertes alors qu'il y a la mise en eau, par exemple des glissements de terrain, comme ça a pu arriver. Maintenant, c'est Altis qui gère cette mise en eau. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver des modèles pour responsabiliser finalement les acteurs de manière à gagner du temps aussi pour la mise en service des installations, puisqu'avec le gel, finalement, c'est une problématique qui est assez importante. Quand est-ce qu'on va pouvoir mettre en service les installations ? Donc, par rapport au levier d'action, on voit qu'il y a un besoin d'échange de bonnes pratiques, puisqu'il y a cette technique qui sont utilisées dans l'agriculture depuis longtemps, l'irrigation. Donc, il y a des bonnes pratiques qui sont mises en place. Notamment, on a vu un agriculteur qui a fabriqué lui-même son système d'irrigation, donc il pourrait le transmettre à d'autres, puisqu'il ne trouvait pas la solution sur le marché, il l'a produit lui-même et pourrait finalement transmettre ce genre d'outils à d'autres agriculteurs. Ce qui est ressorti aussi, alors en tant que scientifique, on est un peu flatté aussi quand on vient nous demander de l'information, mais c'est ressorti que le manque d'informations scientifiques par rapport à comment est-ce qu'on devrait au mieux irriguer, en fonction de l'exposition des terrains, en fonction des voisins, en fonction du type de culture, on n'a pas les mêmes besoins en eau. Donc finalement, les connaissances sont importantes pour aider ces acteurs à prendre les bonnes décisions d'irrigation. Voilà, donc on a fait tout un travail pour essayer de bien comprendre où est-ce qu'il y a des gains potentiels, c'est-à-dire les gains. Donc on voit qu'avec le renouvellement parcellaire, finalement, on a réorganisé les parcelles agraires et donc on a pu optimiser cette irrigation, puisque finalement, l'agriculteur se retrouvait peut-être avec des terrains un petit peu morcelés à gauche et à droite. Maintenant, il a des plus grands terrains à traiter qui sont au même endroit et finalement, c'est plus facile de pouvoir gérer l'irrigation. On voit aussi que la fiabilité du réseau, elle est bonne. Il y a très peu de ruptures et donc les agriculteurs sont assez contents, satisfaits du service qui est délivré, mais ça peut arriver finalement qu'il y ait des problèmes et des ruptures sur le réseau. Par rapport aux pains, par rapport aux problèmes qui sont rencontrés, on voit que les barrières principales, et c'est ce qu'on a discuté pendant l'atelier, c'est qu'il n'y a pas de vrai problème. Il n'y a pas vraiment de stress hydrique. Par contre, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans,
Quand il y aura des stress hydriques, finalement, peut-être qu'on aura des leviers d'action qui vont être plus importants. C'est difficile de mettre en place des solutions si finalement on peut consommer de l'eau sans avoir de rupture de service. 3 minutes, je suis pile dans les temps. Donc, pendant l'atelier, on a discuté solutions. Et ce qui est très intéressant dans ces ateliers, c'est de mélanger les différents types de publics. Et on a eu des personnes d'Altis, on a eu aussi des personnes qui sont agriculteurs, des personnes spécialistes dans le domaine de l'eau et des académiques. Et on a essayé de dessiner quelques pistes de solutions. Ça a été vraiment assez court, un sprint d'innovation, mais il y a des bonnes idées qui sont ressorties. Par exemple, on pourrait avoir, dans le cadre de cette journée Smart Water, une carte interactive avec un système d'information géographique qui permettrait de faire un forecasting de la météo, de tenir compte de l'exposition, puisqu'un terrain va consommer différemment en fonction de son exposition, et puis va coordonner aussi l'utilisation de l'eau dans une certaine région. On peut aussi trouver des manières d'échanger les bonnes pratiques et puis de éliciter le savoir tacite. Ça veut dire quoi? Tout simplement que le savoir, il est là, il est présent, mais il est dans la tête des acteurs. Et puis, on doit pouvoir trouver une manière, par exemple une plateforme web, qui permette de donner cette information et d'échanger les bonnes pratiques avec les acteurs. On a vu aussi qu'il y avait des besoins d'aide à la décision et aussi d'informations scientifiques sur l'irrigation pour pouvoir prendre les bonnes décisions finalement en fonction du type de culture, de l'exposition, etc. On a aussi parlé de prix dynamiques en fonction de paliers de consommation. Alors ça nécessite un comptage, ce qui est encore assez compliqué dans le domaine de l'eau, puisque ça coûte vraiment cher. Mais dans l'idée, ce serait de proposer des quotas de consommation et à partir d'un certain seuil, on ferait des prix exponentiels de manière à pouvoir encourager la baisse de consommation. Un peu comme la taxe au sac, certains ont dit. L'idée aussi, voilà, c'est de faire payer l'eau et réduire les impôts parce que finalement, si tout est gratuit, on a très peu de leviers d'action. Par contre, si on propose un prix et puis qu'ensuite on rend avec un modèle financier une partie de cet argent à l'agriculteur qui joue le jeu, qui optimise la consommation, ça peut être intéressant. Donc il y a des modèles à travailler et je suis certaine qui existent certainement déjà dans des régions. Il y a eu l'idée d'un label qui est ressorti parce que finalement, si les agriculteurs font l'effort de consommer moins d'eau pour l'irrigation, est-ce que c'est vu ? Est-ce que c'est su? Est-ce que le consommateur va pouvoir donner de la valeur à ça, à l'effort qui a été fait? Donc, avec un label, ça pourrait finalement mettre en valeur le travail de l'agriculteur qui a travaillé sur l'optimisation d'eau. Et puis, alors, je ne sais pas si le terme sponsoring est correct, mais disons que la commune pourrait aussi valoriser les efforts de ceux qui mettent en place finalement des systèmes pour optimiser l'eau. Et puis, on a parlé aussi de Solution as a Service. Donc là, je vous invite à discuter avec Maxime à la pause si vous voulez plus d'informations sur ce qu'Altis met en place pour la collecte de ces données et puis pour faire en sorte qu'on puisse proposer un service à partir des données de consommation. Donc voilà un peu. Maintenant, la prochaine étape, c'est de le tester, c'est de trouver des bonnes idées et de les tester dans le Blue Arc, dans ce laboratoire à ciel ouvert. Donc, je vous invite tous et toutes à aller sur le site de la conférence, à regarder le challenge 14. Et puis, si vous avez des bonnes idées, puisqu'il y a sûrement des gens dans la salle qui ont des bonnes idées pour résoudre ces challenges sur l'irrigation, d'aller proposer vos idées et vous pourrez gagner 10 000 francs pour mettre en place votre idée, pour tester cette idée sur le terrain avec Altis. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne continuation.